Et il est 11h30 précise. Mesdames, Messieurs, chers clients, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire sur nos perspectives économiques et de marché. Alors, chez Piqui Galant, nous avons à cœur de contribuer au bonheur de nos clients en les accompagnant dans leur projet de vie. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça avec du conseil patrimonial global, prenant en compte l'ensemble de vos projets et besoins. On fait ça en vous accompagnant dans la partie financement et bien évidemment, le sujet du jour qui nous intéresse, on fait ça à travers les investissements et le conseil en investissement. Et aujourd'hui, pour faire le point sur nos perspectives économiques de nos marchés, je suis accompagné de Daniel Varela, notre Chief Investment Officer. Bonjour Daniel. Bonjour Ali. Daniel qui va partager avec nous nos vues sur les marchés. On va faire un point de situation ensemble sur l'économie, la crise sanitaire, les perspectives, la performance des marchés, un peu tous ces sujets d'actualité. Et puis, bien évidemment, ce ne serait pas un webinaire si vous ne pouviez pas poser vos questions. Donc, il y en a déjà qui sont arrivés dans le chat. Donc, bravo et merci aux plus rapides d'entre vous. Le petit bouton point d'interrogation qui vous permet de poser vos questions et nous tâcherons d'y répondre en fin de présentation. Alors, avec tout ce qu'on entend, Daniel, est-ce que vraiment on peut parler de reprise économique? Parce que quand je regarde les news, j'ai pas l'impression que c'est encore ça. Alors effectivement, il est tout à fait justifié de se poser cette question et le point d'interrogation est vraiment justifié. Dans le contexte particulièrement anxiogène dans lequel on vit à l'heure actuelle, avec des libertés qui sont encore passablement entravées, en tout cas en Suisse, voire même en Europe, cette question est tout à fait justifiée. Mais en ce qui nous concerne, notre sentiment au regard de tous les indicateurs que l'on observe, c'est que la reprise arrive. Et cette reprise s'annonce extrêmement solide. Vraiment et clairement, voilà. La porte de sortie de cette crise sanitaire et de cette crise économique qui nous accompagne depuis un peu plus d'une année, c'est clairement la vaccination. Et c'est clair que observer ce qui se passe dans les pays qui ont le plus d'avance dans cette campagne de vaccination nous donne beaucoup d'espoir. C'est le cas notamment en ce qui concerne les États-Unis. On le voit sur ces graphiques. Les États-Unis, clairement, ont débuté en avance, avec une vraie avance par rapport à l'Europe dans cette campagne de vaccination dès le début de l'année. Et c'est une campagne de vaccination qui est menée tambour battant. Et on voit quel impact ça a sur les différents indicateurs, les différents curseurs de la crise sanitaire, et notamment un des curseurs importants, c'est le taux de mortalité, le nombre de morts quotidiens qui est observé aux États-Unis, et on voit à quel point on a connu un reflux extrêmement important de ce taux de mortalité qui est et ça, il ne faut pas se voiler la face, qui est clairement déterminé par le fait qu'il y a une campagne de vaccination qui a beaucoup d'avance aux États-Unis. Cette porte de sortie de cette crise, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas également au Royaume-Uni à l'heure actuelle, c'est le cas pour bon nombre de pays à l'échelle mondiale, et ça va être le cas également de l'Europe dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. On voit à quel point ça a déjà eu un impact aux États-Unis, sur bon nombre de curseurs économiques là, à ce niveau-là. On le voit au niveau du taux d'occupation dans le domaine hôtelier, des taux d'occupation dont beaucoup pourraient se réjouir en Europe. On en est extrêmement loin, mais on voit également que dans la restauration, la fréquentation des restaurants augmente fortement, et on voit également qu'en termes de voyage, d'occupation des moyens de transport, c'est également quelque chose qui a tendance à augmenter très fortement en ce moment-là. Alors, cette campagne de vaccination, c'est la porte de sortie à cette crise sanitaire. C'est également refermer la porte sur une récession qui finalement aura été relativement courte, profonde, violente, mais relativement courte si on se compare à d'autres crises majeures que l'on a connues sur le dernier siècle. C'est vrai qu'on constate, alors c'est
graphique qui concerne les États-Unis, mais on a plus ou moins les mêmes tendances sur la plupart des pays développés. On voit à quel point, en termes de taux de chômage, la crise a été d'une durée relativement faible, puisque on est déjà quasiment revenu à la norme beaucoup plus rapidement que des crises antérieures. Et notamment, on se rappelle ici en vert la crise de 2008-2009. C'est bien entendu les moyens colossaux qui ont été engagés par les gouvernements, par les banques centrales, qui ont permis de consolider l'économie, par un certain nombre de filets sociaux, éviter que des faillites et des campagnes, ou plutôt des vagues de chômage trop importantes se mettent en place, qui nous permet effectivement de refermer cette parenthèse de récession de manière relativement rapide. Alors bien entendu, et je le dis dans le titre de ce graphique, le soutien qui a été apporté par les gouvernements et les banques centrales a sans doute empêché que, dans une récession classique, il y a un certain nettoyage qui se fait par rapport notamment aux déséquilibres ou des excès qui ont été commis durant le cycle précédent. On remet à zéro un certain nombre de curseurs économiques. C'est quelque chose c'est une chose à laquelle on n'a pas assisté dans cette crise parce que les gouvernements et les banques centrales ne l'ont pas souhaité. Alors forcément, c'est quelque chose qui, par contre, aura tendance à réduire la durée de vie de ce cycle économique et donc réduire le nombre d'années que va durer ce cycle économique. Donc, Alors, malgré ça, on a une accélération aujourd'hui au niveau de cette reprise. absolument. On ne va pas se lamenter déjà sur le fait que ce cycle économique s'annonce plus court que les précédents. On va surtout se réjouir sur des indicateurs à court terme qui sont extrêmement favorables. L'accélération, elle est clairement engagée dans le domaine manufacturier. L'industrie est en train de se reprendre, y compris en Europe. L'Europe qui profite de la réaccélération économique d'un certain nombre de marchés, dont les États-Unis. Ce que l'on attend, c'est également que cette reprise économique se matérialise dans le domaine des services. Elle se matérialise dans les pays qui ont le plus d'avance en termes de campagne de vaccination. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas au Royaume-Uni. C'est quelque chose qui va se mettre en place dans les prochains mois, également en Europe. Et cette accélération économique, elle va être beaucoup portée par la consommation des ménages dans les prochains mois. Parce que cette consommation des ménages, elle a été beaucoup mise à l'arrêt. Alors, elle a été entretenue notamment par l'essor du commerce en ligne, mais en gros, la consommation des ménages, notamment dans le domaine des services, est à l'arrêt depuis pas mal de temps. Et ça a provoqué une demande refoulée et surtout une épargne qui a fortement augmenté dans tous les pays développés. Dans tous les pays développés où on a la chance d'avoir des filets sociaux qui ont fonctionné et qui ont fait que cette épargne forcée, on va dire, elle est là, et c'est quelque chose qui probablement va être utilisé dans les prochains mois par les consommateurs pour satisfaire cette demande qui a été refoulée pendant trop longtemps. Alors, je montre ce graphique qui me semble particulièrement intéressant. Ça concerne une fois de plus les États-Unis, mais les États-Unis, c'est la principale économie mondiale, donc la plus forte, et la consommation des ménages aux États-Unis est extrêmement importante. L'épargne a atteint des niveaux qu'on n'a plus vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et généralement, quand on a une épargne aussi forte aux États-Unis, dans les mois et les trimestres qui suivent, cela provoque une accélération très importante de la consommation des ménages. Et cette consommation, elle porte la croissance économique aux États-Unis. On voit, je l'ai entouré en vert ici, généralement, lorsqu'on a une épargne aussi importante, dans l'histoire, ça s'est traduit par une croissance économique très importante, de l'ordre de 8%. Et c'est ce à quoi on doit probablement s'attendre dans les trimestres à venir. Pourquoi c'est important aussi? Parce que l'ensemble du monde va profiter de cette dépense qui va augmenter à l'échelle mondiale, mais surtout au niveau des ménages américains, puisque les États-Unis importent énormément de biens et donc ça va se traduire également par une accélération de la croissance également dans le reste du monde. Merci Daniel. Le mot est à l'écran, hein. On a à peu près tous les éléments du cocktail dans l'inflation. On a eu des baisses de taux. On a une forte accélération de la consommation à venir, poussée par de l'épargne importante. On a, si j'ose dire ça comme ça, l'envie de dépenser. Encore très récemment, on voyait des informations, même en Suisse, comme
des niveaux d'épargne record en Suisse également, comme tu le disais, avec des dépenses qui vont être plus importantes cette année, tous les éléments sont réunis pour nous amener après à de l'inflation. Alors, quel va être son impact sur la reprise de ce cycle? Alors clairement, sur le court terme, c'est l'inflation, c'est le risque que l'on a identifié pour l'économie mondiale, mais également pour les marchés financiers. C'est vraiment là où se joue, on va dire, l'évolution à court moyen terme des marchés financiers et probablement de l'économie mondiale. Pourquoi c'est important? C'est que c'est vrai que le monde s'est habitué à vivre sans inflation depuis en tout cas 20 ans, voire même depuis quasiment 30 ans, où on a connu un contexte d'inflation qui reflue. Et depuis en tout cas 10 ans, on a une inflation quasiment nulle. C'est le cas notamment en Suisse, une inflation nulle depuis 10 ans, pas d'augmentation des prix, des prix à la consommation. Qui dit inflation nulle dit que le monde s'est aussi habitué surtout à vivre avec des taux d'intérêt extrêmement bas. Donc c'est vrai que l'évolution de l'inflation, et si un rebond de l'inflation se dessine, ça aura forcément des impacts au niveau économique et au niveau des marchés financiers. Alors on commence à sentir effectivement ce rebond de l'inflation qui commence à se matérialiser par endroits. Déjà au niveau des matières premières. Les matières premières, le cours des matières premières avait plongé il y a un peu plus d'une année, au moment du premier lockdown, du premier confinement généralisé à l'échelle planétaire. Les prix de l'énergie se sont enfoncés. Ils ont même sur les marchés à terme du pétrole se sont traités temporairement à des prix négatifs, ce qui vraiment avait étonné tout le monde, y compris nous à l'époque. Mais l'ensemble des matières premières avait passablement reculé. L'ensemble de ces matières premières, le prix de ces matières premières a fortement rebondi en une année et forcément ça va avoir de l'impact qui va commencer à se faire sentir. Et c'est vrai que la manière dont cette inflation a commencé par l'inflation des matières premières va être absorbée par l'économie, va être absorbée par la chaîne de transmission des prix, est importante pour juger s'il s'agit d'un risque temporaire d'inflation ou s'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus durable. Alors c'est vrai que là aussi on retourne aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis? Parce que globalement, si en Europe, si en Suisse, si au Japon, on se trouve dans une situation depuis 10, 20, 30 ans où on n'a quasiment pas d'inflation, voire même certains pays ont été confrontés avec des épisodes récurrents de désinflation, voire pour ne pas dire de déflation en ce qui concerne le Japon. Les États-Unis n'ont pas connu ce genre de problématiques qui sont toujours, c'est un pays qui a toujours connu une inflation légèrement positive sur les 10, 20, 30 dernières années. Donc forcément, là, on ne part pas d'un niveau d'inflation extrêmement bas, on part d'un niveau d'inflation, on va dire, normalisé. Et il faudra voir effectivement de quelle manière ces tensions inflationnistes qui commencent à apparaître en tout début de chaîne de transmission des prix, comme ça figure ici sur ce graphique. Donc ce graphique montre, c'est un indicateur qui mesure les hausses de prix ou les baisses de prix mesurées par le secteur manufacturier américain. Et forcément, si on croit à une croissance économique qui va s'accélérer, ce qui est notre cas, eh bien forcément les industriels confrontés à une situation assez favorable au niveau économique auront tendance à essayer de répercuter ces hausses de coûts sur le consommateur final. Pourquoi c'est important? Parce que forcément, un consommateur final qui voit sa facture du panier de la ménagère, on va dire, augmenter, aura tendance, dans un contexte d'économie qui se porte bien, de chômage qui a passablement reflué probablement dans les prochains mois, aura tendance à réclamer plus de salaire pour compenser ces hausses de prix. Et là, il y a le potentiel effectivement de rentrer dans un cercle vicieux, la fameuse spirale inflationniste, où pour satisfaire une hausse de prix du panier de la ménagère, on demande une hausse de salaire, les hausses de salaire provoquent une demande plus importante, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudra suivre de très près, en particulier aux États-Unis, beaucoup moins en Europe où on n'est pas confronté à ce retour d'inquiétude sur l'inflation, on va dire de manière plus durable. Alors, il y a pas mal de forces qui s'opposent en matière d'inflation. On a bien entendu l'accélération économique, les matières premières, le cours des matières premières qui accélère. Il y a quelque chose de beaucoup plus puissant, c'est l'inflation monétaire. Donc, souvent, dans l'histoire économique,
l'inflation est beaucoup liée à des phénomènes monétaires. Plus il y a de création monétaire, et la création monétaire a été extrêmement importante depuis l'éclatement de la crise sanitaire, plus il y a de création monétaire, plus ça a tendance à provoquer des pressions inflationnistes. Mais à cette force clairement inflationniste, on doit opposer des forces qui sont encore bien présentes, des forces désinflationnistes provoquées par des changements structurels importants. Il y a notamment la mondialisation. Alors c'est vrai qu'on s'inquiétait il y a quelques mois ou quelques années que la mondialisation allait reculer. C'est pas le cas. Il suffit de voir à quel point on continue d'importer, de consommer en provenance notamment de Chine pour constater que la mondialisation et ses effets sont encore bien présents. Et c'est assez rassurant de voir qu'en Chine, à aujourd'hui, on n'est pas confronté à un retour de l'inflation. Qui dit que l'inflation est contrôlée en Chine, ça veut dire que la Chine n'exporte pas non plus d'inflation en direction de l'Europe et des États-Unis. Donc ça, c'est tout à fait rassurant. Donc une mondialisation qui va probablement quand même continuer à contrôler, à éviter un dérapage inflationniste. Il y a une autre force structurelle importante, de changement structurel, c'est les avancées technologiques, l'automatisation, la robotisation, l'essor du commerce mondial qui s'est accéléré en fait depuis l'éclatement de l'essor du commerce électronique. Qui s'est accéléré durant la crise sanitaire, c'est aussi quelque chose qui est plutôt désinflationniste. Donc, c'est vrai que la balance entre ces forces inflationnistes et ces forces désinflationnistes va être importante à suivre pour déterminer si ce rebond d'inflation auquel on va assister dans les prochains mois n'est que passager ou quelque chose, un phénomène un peu plus durable. La bonne chose, c'est que les marchés obligataires ont déjà pris conscience de ce retour de l'inflation, en tout cas temporaire, et ça se matérialise déjà par une remontée des anticipations inflationnistes qui étaient tombées très bas à l'échelle planétaire, et notamment aux États-Unis, et qui ont quand même passablement remonté depuis quelques mois. Ça s'est traduit par des rendements obligataires qui ont eu tendance à remonter, surtout aux États-Unis, un peu moins en Europe. Donc, on va dire que le marché obligataire s'est déjà un peu préparé à ce retour de l'inflation. Probablement que les taux doivent encore un peu monter, notamment aux États-Unis, sans doute beaucoup plus monter en Europe. On s'attend à une remontée beaucoup plus graduelle de ces rendements obligataires par rapport à ce que l'on a connu sur les derniers mois. Ces changements que l'on a connus sur l'inflation, qui a provoqué un changement de régime au niveau des rendements obligataires, ça provoque également un changement de régime au niveau des monnaies, au niveau des changes, avec notamment euh, euh, une stabilisation du dollar par rapport aux monnaies européennes. Le dollar a beaucoup souffert l'année dernière parce que les investisseurs ne trouvaient plus d'intérêt d'aller placer sur le marché obligataire américain qui n'offrait plus le rendement habituel, le supplément de rendement qu'offre habituellement le marché américain. On constate le trait jaune, ce différentiel de rendement par rapport à l'Europe s'est reconstitué ces derniers mois. Ça a permis de stabiliser le dollar américain depuis quelques semaines, quasiment depuis le début de l'année. Merci Daniel. Alors, on voit effectivement que au niveau des possibilités d'investissement dans les deux grandes classes d'actifs que sont les obligations et les actions, bien, les obligations, on vient de voir, hein, il y aura un soutien, mais pardon, les taux sont bas, excusez-moi, mais les taux sont extrêmement bas. On va parler des actions tout à l'heure, bien évidemment, mais avant ça, il y a la pierre. On a effectivement recommandé déjà l'année dernière pour les portefeuilles en francs suisses notamment de prendre une exposition à l'immobilier en Suisse. On constate dans les discussions et nos échanges avec les clients que beaucoup d'entre eux sont riches en immobilier, si je veux dire ça comme ça, hein, la pierre, acheter un appartement, etc. C'est intéressant. On a une performance qui fait que battre des records sur l'immobilier suisse. On est arrivé au bout, ou il y a encore de la marge à la progression sur l'immobilier du fait du contexte dans lequel on est. Alors effectivement, c'est un bon moment pour se poser cette question. Effectivement, les fonds immobiliers ont une excellente performance et une performance qui a probablement étonné le plus grand nombre. C'est vrai que ce que l'on a constaté, c'est que cette crise sanitaire, à l'exception de l'immobilier commercial et l'immobilier de bureau,
elle a en fin de compte eu très peu d'impact sur l'immobilier suisse et sur les fonds immobiliers. Tout simplement parce que ce que l'on a constaté, c'est que en fait, cette crise sanitaire, elle a plutôt eu tendance à accélérer la hausse de l'immobilier résidentiel. Les prix ont plutôt eu tendance, on l'observe autour de nous, dans les cantons romans, sur l'arc lémanique, mais de manière plus générale à l'échelle de la Suisse. Et donc, c'est vrai que un des grands enseignements de cette crise sanitaire, c'est que ça a eu peu d'impact sur les prix de l'immobilier, en tout cas résidentiel, dans la mesure où les taux d'intérêt n'ont pas encore commencé à remonter. Et c'est vrai que l'immobilier, la variable qui a tendance à effectivement impacter l'immobilier suisse et le prix de la pierre, c'est beaucoup les taux d'intérêt. Alors, en ce qui nous concerne, même si on s'attend à une remontée des taux d'intérêt, y compris en Suisse, on ne s'attend pas forcément à une forte remontée des taux d'intérêt. Donc, on aura tendance à écarter un recul marqué des prix de l'immobilier suisse. Tout au plus, on doit s'attendre, de nouveau, si on écarte une forte remontée des taux, nous on imagine plutôt une remontée graduelle et progressive des taux suisses, mais si on écarte effectivement une remontée violente des taux d'intérêt suisses, nous on s'attend plutôt à une stabilisation des prix de l'immobilier. Par contre, les fonds immobiliers ont une sensibilité assez marquée à ne serait-ce qu'à une faible remontée des taux d'intérêt. Parce que cette sensibilité, elle est associée à la prime que l'on paye, en guillemets, pour investir dans ces fonds immobiliers, les fameux agio. Et cet agio, en moyenne, sur les fonds immobiliers en Suisse, il a atteint des niveaux extrêmement élevés. Donc, on est quasiment à des niveaux records. C'est le trait bleu sur ce graphique. On est en moyenne avec un agio de l'ordre de 35%. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que par rapport à la valeur nette d'inventaire des immeubles qui constituent un fonds immobilier, eh bien, la valeur en bourse, le cours en bourse de ce fonds immobilier, c'est 35% de prime. Alors forcément, cette prime, et on l'a vu par le passé, a une sensibilité relativement importante à l'évolution des taux d'intérêt. Et c'est plus que la valeur des prix, donc la valeur des biens immobiliers, c'est plus justement cet agio sur les fonds immobiliers qui est peut-être menacé, qui est à risque en cas de remontée des taux d'intérêt en Suisse. Il suffit de regarder ce qui s'est passé notamment en 2016-2018, une période où les taux suisses ont faiblement remonté, donc le swap à 10 ans avait faiblement remonté à cette époque-là, et on voit à quel point l'agio moyen des fonds immobiliers suisses avait quand même passablement reculé. Alors on ne dit pas qu'il faut sortir absolument des fonds immobiliers aujourd'hui. Il y a toujours un rendement qui est attractif, nettement supérieur à celui des obligations suisses, mais effectivement, on ne serait pas acheteur agressif des fonds immobiliers à aujourd'hui. Donc oui, avoir de l'immobilier, mais effectivement dans des proportions qu'on va appeler raisonnables. On verra tout à l'heure les allocations recommandées. Les obligations, ben, ça fait maintenant 15 ans qu'elles payent peu, allez, j'arrondis, depuis 2008 où les taux se sont écrasés. On en revient encore et toujours, malgré tous les risques que tu as évoqués, aux actions. Donc, full action dans les portefeuilles, c'est ça le message? Alors, c'est vrai que, comme on l'a mis sur ce titre, les anglo-saxons sont friands de slogans et généralement très inventifs pour les slogans. Donc, le fameux TINA, qu'on entend beaucoup auprès des anglo-saxons, donc, qui veut dire en fait There is no alternative. Il n'y a pas d'alternative aux actions. Donc, en fait, on attribue ce slogan à Madame Margaret Thatcher. Hein. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas d'alternative à ses choix. Hein. Donc, on se rappelle son tempérament. C'est vrai qu'aujourd'hui, la question se pose. On a parlé du contexte obligataire où les opportunités ne sont pas extrêmement nombreuses. On a parlé de l'immobilier, là également, il y a un risque dans un contexte de remontée de l'inflation et de remontée des taux. Les alternatives, on va dire aux actions, ne sont pas extrêmement nombreuses sur les actifs traditionnels. Alors, on doit effectivement se poser cette question est-ce qu'on doit endosser ce credo, investir uniquement sur les actions et beaucoup sur les actions parce qu'il n'y a pas d'alternative? Alors, je pense qu'il faut d'abord regarder les risques immédiats
et rappeler les risques immédiats qui sont associés aux actions. Et là, on revient sur le contexte d'inflation qui est déterminant, bien entendu. Je le disais précédemment, pour nous, c'est la principale menace et qui pèse sur l'ensemble des marchés financiers, notamment sur les marchés boursiers. Là aussi, il faut se tourner en direction des États-Unis. On l'a mentionné, les États-Unis, c'est probablement le pays qui sera le plus, de manière plus rapidement confronté à ce risque d'inflation. Et puis les États-Unis, ça reste la bourse mondiale qui mène l'ensemble des bourses mondiales. Donc, et là, une analyse historique est intéressante. Ce que l'on constate, c'est que, en gros, si l'inflation ne dérape pas durablement au-dessus de 3% aux États-Unis, généralement, le contexte reste encore relativement favorable pour les actions américaines. Donc, ça, c'est quelque chose qui est d'un côté assez rassurant, mais bien entendu qui nous amènera effectivement à suivre de très près le comportement de l'inflation américaine. Probablement que dans les prochains mois, en raison d'un effet de base très défavorable, l'inflation va repasser temporairement au-dessus de 3%. Ce qui est important, c'est de voir si sur la durée, si elle reste à ces niveaux élevés aux États-Unis. Mais paradoxalement, ce contexte de réveil de l'inflation et de remontée des taux d'intérêt sur le court terme, voire même sur le court moyen terme, c'est un contexte qui peut être plutôt favorable aux actions. Donc, dans un premier temps, tout simplement parce qu'il y a un phénomène de rotation qui peut se mettre en place au niveau des actifs financiers. La question que l'on se pose ici par rapport aux alternatives aux actions, bon nombre d'investisseurs se posent cette question. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des investisseurs qui sortent de certains actifs pour lesquels les perspectives ne sont pas très bonnes pour renforcer les actions dans leur portefeuille. Sur ce graphique, on le voit, c'est le trait jaune en bas. En fait, c'est la proportion entre l'argent qui rentre dans les fonds actions par rapport à l'argent qui rentre ou qui sort des fonds obligataires. De nouveau, donc là, c'est à l'échelle mondiale, donc c'est une mesure qui est faite à l'échelle mondiale. Ce que l'on constate de manière assez étonnante, malgré la bonne évolution des bourses ces dernières années, en fait, il y a eu plus d'argent qui est allé sur les fonds obligataires que d'argent qui est rentré dans les fonds actions ces dernières années. Mais on constate que depuis le mois d'octobre de l'année dernière, il y a une tendance qui s'inverse. Le mois d'octobre-novembre l'année dernière, ça a été l'annonce de l'approbation du vaccin de Pfizer qui redonnait de la perspective en termes de placement boursier. Et on constate effectivement que l'intérêt revient pour les actions. Et donc, sur le court moyen terme, en fait, le fait que l'inflation réapparaisse, que les taux d'intérêt aient tendance à remonter, ce qui pénalise les placements obligataires, eh bien, aura tendance à accélérer cette rotation en faveur des fonds actions aux États-Unis, mais probablement ailleurs également. Au niveau des valorisations, du coup, avec la belle envolée du marché qu'on a eu, le fort rebond qu'on a eu depuis le point bas de l'année dernière, on est toujours à des niveaux de prix qu'on estime intéressants, au-delà des alternatives qui n'existent ou pas? Alors clairement, tu l'as mentionné Ali, on a connu depuis mars de l'année dernière une très belle progression des bourses. Un certain nombre de bourses, d'ailleurs, sont à des niveaux records. C'est le cas de la bourse américaine, c'est le cas également de la bourse suisse et certaines bourses européennes. Alors clairement, en termes de valorisation, s'il fallait n'investir que sur cet aspect-là, probablement qu'on ne serait pas très enthousiaste. Parce que c'est vrai que les valorisations ont bien remonté depuis une année. Et certains marchés, notamment les États-Unis, affichent des valorisations assez serrées, on va dire, relativement chères, pas extrêmes, comme on a pu le constater à d'autres périodes, et notamment lors de la bulle de 2000 et 2001, la bulle technologique, mais clairement sur ce ratio qui fait le rapport entre les cours de la bourse par rapport aux bénéfices des entreprises, on se traite à des niveaux relativement élevés. Probablement que le soutien le plus grand que l'on a à l'heure actuelle sur les bourses, c'est plutôt la progression à venir des bénéfices des entreprises. Les bénéfices des entreprises se sont effondrés l'année dernière en raison de la crise sanitaire, mais ils rebondissent extrêmement fort. À l'échelle mondiale, on constate que les entreprises vont connaître des bénéfices qui vont progresser de plus de 30% cette année.
Et cette progression des bénéfices ne va pas s'arrêter à l'année 2021. C'est une progression qui va se poursuivre l'année prochaine, voire même encore l'année suivante, avec une croissance des bénéfices attendue encore à plus de 10% l'année prochaine. Et c'est là le vrai soutien de la bourse et des actions à l'heure actuelle. C'est la progression de ces bénéfices qui soutient justement cette progression à venir des bourses. Sur le marché suisse, du coup? Alors, bien entendu, si on trouve que la bourse américaine est un peu chère, alors au contraire, si on revient de ce côté de l'Atlantique, on a plutôt des bourses qui sont bon marché. C'est le cas sur l'ensemble des bourses européennes, mais en particulier la bourse suisse qui affiche beaucoup de retard en fait. On constate sur ce graphique, donc le trait bleu, que en fait, si la bourse suisse a extrêmement bien fait au moment de l'éclatement de la crise, parce que c'est le caractère défensif de la cote helvétique. C'est une bourse qui a été très pénalisée depuis le début du rebond des bourses au mois de mars et d'avril l'année dernière, et une bourse suisse qui affiche donc énormément de retard et qui probablement a du rattrapage à faire par rapport à l'ensemble des bourses mondiales et en particulier par rapport à la bourse américaine. Donc, on conserve, on va dire, une attitude assez constructive à l'égard des actions, malgré effectivement des bourses qui ont bien rebondi, malgré effectivement un adage, on va dire, there is no alternative, que l'on entend de plus en plus. Le contexte est encore assez favorable pour les bourses mondiales. On a l'accélération économique qui va se traduire par une accélération des bénéfices des entreprises. Ça, c'est clairement un soutien qui reste important. Et puis, bien entendu, on avance par contre dans le cycle boursier et on rentre probablement dans une phase du cycle boursier qui est sans doute plus volatile, un peu plus risquée que la phase qui nous a accompagnés depuis le fond du marché du mois de mars de l'année dernière. On va dire que la phase de rebond des bourses la plus facile, elle est derrière nous. Probablement, on rentre dans une phase probablement un peu plus risquée. Et ça, c'est beaucoup lié justement au comportement de l'inflation, au comportement des taux d'intérêt, qui va, à un moment donné, représenter une certaine concurrence par rapport aux perspectives offertes par la bourse. Alors, dernièrement, on a observé donc des nouveaux records qui ont été inscrits par un certain nombre de marchés. Forcément, ça s'accompagne d'un retour de l'optimisme des investisseurs. Et c'est vrai que cet optimisme, parfois, à certains endroits, sur certains marchés, il atteint des niveaux relativement élevés et cela nous fait penser que potentiellement, dans les semaines à venir, on peut avoir une consolidation sur les bourses. On a des marchés qui ont bien progressé depuis une année. On ne serait pas étonné que les bourses aient besoin de reprendre un petit peu leur souffle. Néanmoins, je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour déclarer la fin du cycle boursier. On est dans une phase où encore on peut imaginer une poursuite de la hausse des bourses, même si elle est plus volatile. La fin du cycle boursier est souvent liée à la fin du cycle économique, qui n'est pas encore pour tout de suite. La fin du cycle boursier est souvent caractérisée par un enthousiasme à tous les étages, un enthousiasme généralisé. J'ai parlé du fait qu'il y a un peu trop d'optimisme à l'heure actuelle au niveau des investisseurs, mais l'optimisme n'est pas encore totalement revenu au niveau des dirigeants d'entreprise. Il n'est clairement pas revenu de manière intégrale au niveau des consommateurs. Alors c'est vrai que c'est des curseurs que l'on va suivre. Aujourd'hui, si on regarde la confiance des consommateurs notamment, c'est le trait jaune, c'est aux États-Unis, on a plus ou moins la même évolution en Europe. On n'est de loin pas à un niveau d'euphorie caractérisé et généralisé sur l'ensemble des agents économiques. Donc probablement encore de beaux jours et de bonnes performances à espérer sur des bourses, même si on s'attend à un comportement un petit peu plus volatile. Merci beaucoup, Daniel. Donc, je pense que la réponse à ça va venir à travers la diversification. On viendra tout à l'heure sur l'allocation de portefeuille recommandée du coup dans ce contexte, mais effectivement, avec tous les éléments que tu as évoqués, être diversifié, être rigoureux dans la sélection et la construction de son portefeuille,
vont être, je pense, les éléments de réponse indispensables. Et un dernier point qu'on n'a pas encore évoqué aujourd'hui, c'est la dette Covid. Tu as évoqué les mesures de soutien records qui ont permis de maintenir presque, j'ai envie de dire, sous perfusion l'économie. Ce fameux nettoyage qui devait peut-être avoir lieu ou qui a lieu lors des phases de crise économique n'a presque pas eu lieu. Il y a bien sûr eu ici et là des problèmes économiques, voire des faillites, mais globalement, on n'a pas vécu une crise économique comme les autres, avec les mesures incroyables qui ont été mises en place. Il va y avoir un coût. Est-ce que ça, c'est un peu l'épée de Damoclès avec laquelle on va se promener dans les années à venir? Alors, clairement, si on a identifié le risque de retour, réveil de l'inflation plus fort que prévu comme étant le risque qui pèse sur le court moyen terme sur les marchés financiers, le risque qui pèse sur une plus longue durée, c'est effectivement l'endettement qui est à des niveaux élevés et qui a encore été augmenté justement par cette dette Covid. Cette dette Covid, elle a pris vraiment une ampleur importante. On a aligné des milliards, pour ne pas dire des milliers de milliards, dans l'ensemble des pays développés, voire même au-delà, pour effectivement maintenir l'économie, pour éviter un effondrement et pour essayer d'assurer la reprise économique une fois la crise sanitaire éradiquée. Et cette crise Covid, clairement, elle va venir, on va dire, peser sur les finances publiques, mais pas seulement, et éventuellement causer quelques nuits blanches auprès de certains économistes, auprès de certains banquiers centraux éventuellement auprès de certains investisseurs. Alors, cette dette Covid et son impact, c'est quelque chose qui vient se rajouter à une forte augmentation de la dette que l'on a connue depuis plus de 30 ans, voire même depuis 40 ans. Donc, on est au milieu d'un super cycle de l'endettement qui se prolonge. Alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Probablement oui. Est-ce que, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter du fait qu'on est à des niveaux records et très au-dessus des niveaux que l'on avait atteints, notamment durant la Grande Dépression du siècle précédent, ou voire même durant la Deuxième Guerre mondiale? Probablement qu'on est dans un contexte différent depuis les années 80, aux États-Unis, en Europe et dans bon nombre de pays développés, voire même de pays en développement, il y a quelque chose qui a fortement changé, un contexte qui a passablement changé, c'est l'accès au crédit. Il y a de cela 50 ans, en dehors de certains pays développés, le ménage lambda, le consommateur moyen, s'il voulait obtenir un crédit, c'était pas évident. C'était pas évident d'obtenir un crédit auprès du système financier, auprès du système bancaire, et dans bon nombre de pays, en tout cas dans les pays les plus pauvres, les moins développés, le recours traditionnel, c'était de se tourner vers la famille, voire même vers des prêteurs non officiels, on va dire. Cet accès au crédit s'est généralisé à l'échelle planétaire et forcément, ça a été accompagné par une augmentation, un accès facilité, donc une augmentation facilité de l'endettement et ça s'est traduit par l'augmentation que l'on constate ici, notamment aux États-Unis, mais qui est généralisée à l'échelle planétaire. Cette dette a fortement augmenté. On voit que lors de la crise 2008, il y a eu un certain nettoyage. On parlait de nettoyage, de remise des compteurs à zéro. On annule des créances qui ne vont pas être remboursées. Des sociétés font faillite, des ménages ont fait faillite. Et donc, il y a eu un nettoyage de cet excès d'endettement qui avait été provoqué par l'emballement immobilier aux États-Unis et la fameuse crise des subprimes. Mais la dette Covid est venue s'accumuler, augmenter cet endettement aux États-Unis et dans bon nombre de pays. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est effectivement, c'est pour le futur. Qu'est-ce qu'on va faire de cette... Déjà, premièrement, est-ce qu'il y a un niveau dangereux pour l'endettement? On ne le connaît pas. Et ça dépend beaucoup de l'évolution des taux d'intérêt. Un niveau d'endettement élevé, sans doute surmontable si les taux d'intérêt sont bas, mais forcément, en cas de remontée des taux d'intérêt, c'est là que ça commence à faire mal. Heureusement, la croissance va revenir et ça va permettre
à bon nombre de pays de mettre un peu d'ordre dans leurs finances et surtout de réduire leur déficit. Parce que lors de la dernière crise, donc lors de cette crise sanitaire, c'est surtout les gouvernements qui se sont endettés à la place des sociétés et à la place des ménages, quelque part, pour soutenir l'économie. Euh, et ça a fait qu'aux États-Unis, mais ailleurs dans le monde, on a atteint des déficits extrêmement profonds. Euh, Fort heureusement, comme je le disais, les États vont pouvoir réduire leur soutien à l'économie dans les mois qui viennent et l'année prochaine, on aura des déficits qui seront déjà beaucoup moins importants. Et ça permettra effectivement aux États de mettre un petit peu d'ordre dans leurs finances et mettre de l'ordre dans les finances des États et de réduire l'endettement généralisé. Ce sera sans doute la clé dans les prochaines années. Profiter de ce retour de croissance pour réduire le poids de l'endettement par rapport à l'économie. C'est quelque chose d'important, surtout si on table sur une remontée progressive des taux d'intérêt et surtout en prévision de la prochaine récession qui arrivera immanquablement dans quelques années. Autant dans la récession que l'on vient de traverser, tous les États se sont efforcés de colmater les brèches, de consolider les maillons faibles de l'économie, des économies domestiques, mais également de l'économie mondiale, à moins d'une nouvelle crise sanitaire. Si la prochaine récession, c'est une récession économique tout à fait traditionnelle, on voit mal les États s'efforcer là aussi de colmater les brèches et de renforcer les maillons faibles. Il y aura des faillites, elles devront se faire. Et là, potentiellement, si le taux d'endettement reste encore à ces niveaux-là, ça peut provoquer quelques dégâts, bien entendu. Merci beaucoup, Daniel. Avant de passer aux détails de l'allocation de portefeuille du coup recommandé dans ce contexte, donc c'est la dernière partie avant qu'on passe aux questions-réponses parce que je vois que l'heure avance. Je rappelle que la vidéo est enregistrée, sera mise à disposition ainsi que la présentation hein, pour ceux et celles d'entre vous qui malheureusement ne peuvent pas rester jusqu'au bout. Alors, derrière ce portrait, j'ai envie de dire plutôt réjouissant de la situation, il y a des opportunités, il y a des vraies raisons fondamentales qui nous poussent à être positifs, à être diversifiés. Comment ça se traduit en termes d'allocation au sein du portefeuille? Est-ce que tu peux détailler avec nous les recommandations actuelles? Alors, on a tenu notre comité de stratégie trimestriel à la fin du mois de mars et on a décidé effectivement de maintenir cette attitude constructive à l'égard des marchés boursiers, plus précisément à l'égard des actions. Donc on n'a pas touché le poids des actions dans le portefeuille que l'on maintient à un niveau relativement élevé. Euh, euh, Signe effectivement qu'on pense qu'il y a encore de la performance à aller glaner sur les marchés boursiers. Alors, le poids, comme je disais, des États-Unis lors de la stratégie précédente, on avait eu tendance à réduire le poids des États-Unis au niveau des investissements boursiers parce qu'on trouvait que le marché, les valorisations américaines étaient un peu élevées. On avait eu tendance à renforcer les actions européennes et notamment les actions suisses. C'est quelque chose qu'on maintient, une optique que l'on maintient dans les portefeuilles. Donc on se laisse encore porter par des perspectives boursières qui sont encore assez positives. Alors, comme je le disais précédemment, on rentre dans une phase probablement plus compliquée pour les marchés boursiers et on aura tendance dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à guetter le moment propice, le bon timing pour procéder à quelques prises de bénéfices, sans pour autant réduire fortement le poids des actions. Il y aura probablement lieu d'être un peu plus dynamique, un peu plus actif sur le poids des actions dans les prochains mois et dans les prochains trimestres. Mais pour l'instant, effectivement, on se laisse porter par les bonnes perspectives boursières qui restent d'actualité. En revanche, c'est vrai qu'on a eu tendance à renforcer un peu le dollar dans les portefeuilles. On l'a mentionné, les perspectives du dollar se sont vues ont été améliorées justement par cette remontée des taux d'intérêt américains, beaucoup plus importante que les taux européens. Et ça, c'est quelque chose qui redonne un petit peu de perspective au dollar, alors que l'année dernière, on avait réduit à plusieurs reprises le dollar dans un contexte où les taux américains avaient beaucoup baissé et ne représentaient pas l'attrait habituel des placements en dollars. Merci beaucoup, Daniel. Donc,
On a l'allocation du portefeuille, mais ce qui est aussi important, c'est comment le populer. Une des approches dont je sais qui te tient énormément à cœur, c'est l'approche thématique, l'approche à long terme. Et dans ce contexte-là, tu as aussi parlé des actions suisses. Je sais qu'il y a un thème d'investissement qui investit sur les sociétés small et mid cap suisses. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors absolument, c'est vrai que je reviendrai tout à l'heure, c'est vrai que l'approche thématique, c'est quelque chose qui nous est cher et on croit beaucoup à cette approche. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que un des thèmes intéressants, c'est le thème des petites et moyennes capitalisations suisses. Alors déjà, le contexte est favorable pour la Suisse, on l'a mentionné. C'est un marché qui affiche beaucoup de retard dans cette reprise des bourses et probablement il y a ce retard à jouer sur les placements suisses, mais en particulier sur le segment des petites et moyennes capitalisations suisses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à la différence de d'autres bourses où souvent les petites et moyennes capitalisations sont très orientées sur le marché domestique. Donc les sociétés américaines, par exemple, les petites et moyennes capitalisations américaines dépendent beaucoup de la bonne santé de l'économie américaine. Le cas est un peu différent en ce qui concerne la Suisse. Les petites et moyennes capitalisations suisses sont des sociétés qui sont très tournées sur le monde et plus précisément très tournées sur l'économie européenne. En fait, notre marché domestique, c'est pas seulement la Suisse, mais il déborde de la Suisse et c'est quasiment le marché, en tout cas le marché européen, voire au-delà. Donc, c'est des sociétés qui ont tendance à bien se comporter lorsque l'économie suisse se porte bien, mais au-delà de l'économie suisse, lorsque l'économie européenne se porte bien, voire même l'économie mondiale se porte bien, ce qui est notre scénario aujourd'hui. Donc, des sociétés qui devraient bien se comporter dans ce contexte de reprise économique mondiale, surtout que, dans le même temps, on sait que cette reprise économique mondiale, le retour de la confiance à l'égard de l'économie, devrait se traduire par un franc suisse un peu moins fort. La Banque nationale suisse a beaucoup dû lutter pour éviter que le franc suisse se renforce durant la crise. Là, on est en train de refermer progressivement la parenthèse de la crise. La Banque nationale suisse intervient beaucoup moins et on s'attend à ce que le franc suisse se déprécie un petit peu, en tout cas contre l'euro. Ça a déjà débuté, probablement ça peut se poursuivre encore dans les prochains mois. Donc un contexte franc suisse plus faible, reprise économique européenne, voire mondiale, qui devrait favoriser ces petites et moyennes capitalisations suisses, qui, d'après nous, dans les portefeuilles, représentent un très très bon complément aux grandes capitalisations qui constituent, on va dire, le noyau dur des portefeuilles suisses. Je préciserai d'ailleurs que c'est un thème, un segment qui se comporte extrêmement bien. C'est un certificat qui a affiché d'excellentes performances l'année dernière et qui encore en ce début d'année, au premier trimestre, affiche une très très belle performance, notamment par rapport à la bourse suisse. Et ces thématiques, tu l'as mentionné précédemment, Ali, c'est vrai que cette approche thématique, c'est quelque chose que l'on met beaucoup en avant depuis pas mal de temps. Le SwissMid, le certificat SwissMid, c'est un certificat parmi d'autres. C'est un certificat qu'on met beaucoup en avant en ce moment, mais qui s'inscrit dans une approche multithématique qui d'après nous, fait tout son sens. Sur des thématiques qu'on essaie d'identifier, plutôt des thématiques à long terme, donc ce qu'on appelle les mégatrends, et que l'on essaye effectivement de mettre en musique au travers de certificats, et ces certificats, d'après nous, font beaucoup de sens dans des portefeuilles de clients. Merci beaucoup, Daniel. Donc, tu m'amènes parfaitement à la transition vers la première question qui nous a été posée à travers les participants, la question des participants. On a les thèmes ici sous les yeux, mais si on descend, sans que ce soit mutuellement exclusif, peut-être un cran en dessous au niveau des actions, au niveau des secteurs. Donc, on a vu effectivement certaines sociétés qui ont explosé l'année dernière, alors explosé à la hausse l'année dernière du fait du contexte. Hein. Je vais citer au hasard l'action Zoom, par exemple. On a vu l'exemple de la santé, on a vu les biotech, bien évidemment, depuis de nombreuses années, l'IT. Quels sont aujourd'hui les secteurs que tu recommanderais à acheter et peut-être plutôt à éviter? Alors c'est vrai que tu mentionnais l'action Zoom. Ce que probablement on peut avancer sans
trop de risque de se tromper, c'est que les grands gagnants de la crise sanitaire de l'année dernière, ce ne sera pas forcément les gagnants de la réouverture économique. Donc, c'est vrai que progressivement, ces derniers mois, on a plutôt réorienté les portefeuilles sur des thématiques beaucoup plus cycliques. Donc, des secteurs, des titres qui auront tendance à profiter de la reprise économique. Donc, c'est des thématiques qui se sont bien comportées. Tout dernièrement, on s'est focalisé, on a encore accentué, on va dire, ce biais cyclique en s'intéressant de manière plus précise sur les sociétés qui ont le plus à gagner d'une réouverture qui s'annonce, et notamment en Europe. Ces thématiques, c'est notamment des thématiques qui sont liées au voyage, au tourisme, aux loisirs. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du monde d'après qui ne sera pas forcément comme le monde d'avant. On voit que les pays qui ont le plus d'avance en termes de campagne de vaccination et de réouverture économique, que ce soit aux États-Unis ou au Royaume-Uni, eh bien, le monde d'avant, il n'a pas encore dit son dernier mot. Ce que l'on constate, c'est qu'aux États-Unis ou au Royaume-Uni, on l'a vu lors d'un des premiers graphiques aux États-Unis, eh bien, les réservations en matière de voyage, en matière d'hôtellerie, en termes de restauration, sont en train d'exploser. C'était le cas donc notamment, on voit au niveau d'une compagnie aérienne low cost que l'on a mis sur notre liste de recommandations récemment, les réservations auprès de cette compagnie, depuis l'annonce de réouverture économique au Royaume-Uni, les réservations flambent auprès de cette compagnie aérienne, et c'est probablement un signe de ce qui va, un prélude de ce qui va arriver à l'échelle planétaire, mais plus précisément à l'échelle européenne. Merci Daniel. Donc les titres directs que nous recommandons bien sont à disposition auprès de votre conseiller, de votre conseillère. Si on cite une ou deux actions aujourd'hui, ce serait faux, ça doit faire partie d'un portefeuille diversifié, même si je pense qu'on a compris de quelle société tu parlais. Mais toujours dans un portefeuille diversifié, bien évidemment. Tu as parlé de l'inflation, tu as parlé de cette accélération de cycle qu'on vit, et notamment l'impact en tout début de chaîne du prix des matières premières. Du coup, est-ce que ce serait pas intéressant de se positionner au niveau de son portefeuille sur les matières premières, alors que ce soit en direct, ou peut-être les actions directement actives dans ce secteur? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, absolument. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a fait dans les portefeuilles ces derniers mois. On est passé un peu rapidement sur l'allocation de portefeuilles recommandés pour un portefeuille balancé franc-suisse, mais on peut rappeler, peut-être qu'on peut revenir en arrière sur cette allocation. On constate ici que on a des matières premières qui constituent, qui ont trouvé leur résonance, on va dire, et trouvé leur place dans ce portefeuille. Il y a de cela une année, il y a de cela encore 2 ans, une bonne partie de cette allocation en matières premières était dédiée à l'or, parce qu'on estimait que l'or, c'était déjà premièrement un hedge tout à fait intéressant, donc une assurance de portefeuille. Si les bourses se comportent mal, si tout va mal, on va dire, au niveau des marchés financiers, eh bien l'or offre un certain soutien au portefeuille des investisseurs, tout simplement parce que c'est plutôt une matière première qui a tendance à profiter justement de situations de crise. Lorsqu'on a commencé à sortir de cette situation de crise, on a maintenu le poids, l'allocation en matières premières, mais on a eu tendance à réduire le poids de l'or et renforcer les métaux de base. Donc, les métaux de base, on peut parler notamment du cuivre ou de l'aluminium, de l'étain, ce genre de matériaux qui, dans le cadre d'une reprise économique, sont très demandés et font face à une demande extrêmement forte. Et en l'occurrence, en ce moment, la demande est beaucoup plus forte que l'offre. Et on a vu ces matières premières, le cours de ces matières premières passablement augmenter donc durant les derniers mois. Donc aujourd'hui, on a donc dans cette allocation en matières premières une part prépondérante sur les métaux de base, alors qu'on a eu tendance à passablement réduire effectivement les métaux précieux.
Merci beaucoup, Daniel. Par rapport à ce que tu as évoqué, il y a une question qui est revenue quelques fois du public. Quels seraient, selon toi, alors tu as évoqué effectivement les risques qu'on avait pour la suite de l'année, pour la reprise de ce cycle. Si tu devais maintenant imaginer un worst case scénario, à quoi est-ce qu'il ressemblerait et comment est-ce qu'on pourrait se préparer? En même temps, ça permet de répondre à la question qui est aussi revenue à plusieurs reprises de finalement, face à tout ça, pourquoi ne pas rester cash? Alors, premier élément de réponse, c'est que ce que j'adore dire, c'est que ce sont des educated guess en bon français. Tu n'as pas de boule de cristal, sauf erreur de ma part. En revanche, on a des éléments fondamentaux qui nous amènent à penser ça. Mais voilà, quel scénario hypothétique difficile pour cette année tu pourrais envisager? Et malgré cela, pourquoi ne pas garder du cash? Alors, on notera que sur cette grille d'investissement, il y a un volant de cash, hein. Donc, et aujourd'hui, c'est vrai que ce volant de cash, qui dans cette grille est de l'ordre de 7%, c'est plutôt quelque chose qui pèse, hein, sur les performances dans un contexte où les bourses ont plutôt tendance à faire bien. Donc, on a déjà un peu de cash. Après, et si on revient et si on fait de nouveau référence aux fameux slogans qui sont souvent inventés par les anglo-saxons, qui ont tendance à dire cash is king. Cash is king, c'est vrai dans un contexte de crise. Or, qu'est-ce qui pourrait nous ramener dans un contexte de crise? Forcément, on doit se tourner vers on va dire un déclencheur, un catalyste qui reviendrait sur le plan sanitaire. L'inflation, c'est pas quelque chose qui, d'après nous, peut provoquer une crise profonde et durable, comme celle que l'on a vécue l'année dernière, qui était déclenchée effectivement par des aspects sanitaires. Donc l'aspect sanitaire est important. C'est vrai que si on affiche pas mal d'optimisme à l'égard de l'économie mondiale, c'est en s'appuyant sur l'hypothèse que ces campagnes de vaccination vont accélérer, vont se répandre et elles vont mettre un terme à cette crise sanitaire. Donc, c'est faire l'hypothèse qu'il n'y aura pas de nouveaux variants agressifs qui apparaissent auxquels la science n'aurait pas de réponse. Donc, les fameux vaccins qui ont été développés n'auraient plus d'impact sur ces nouveaux variants. Ça, c'est forcément quelque chose qui nous ramènerait quasiment à la case départ. Et ça, ce serait un contexte extrêmement défavorable pour les marchés financiers. Ce d'autant que pas mal d'investisseurs s'inquiéteraient à ce moment-là que on guillemets, les autorités, les gouvernements et les banques centrales auraient utilisé une bonne partie des cartouches à disposition et que ce serait plus difficile de relancer la machine économique en cas de deuxième crise sanitaire. Donc c'est là-dessus que l'on va effectivement suivre, garder un regard par rapport à une situation sanitaire qui pourrait repartir dans une direction qui ne serait pas souhaitable. Si on écarte cette réapparition du cycle sanitaire, on doit de nouveau s'accrocher à ce que l'on a observé dans l'histoire. Ce que l'on a observé dans l'histoire, c'est que les cycles boursiers, généralement, accompagnent le cycle économique et que tant que on est à distance relativement raisonnable de la prochaine récession, ça reste il reste recommandé, on va dire, d'avoir une exposition aux actions, une exposition au marché financier beaucoup plus importante que le cash. Donc, tout ceci pour répondre à la question sur le cash. À aujourd'hui, probablement qu'il y a encore suffisamment de perspectives sur ce cycle économique et boursier devant nous, suffisamment d'opportunités sur les marchés pour ne pas avoir un volant de cash trop important qui pénaliserait les performances attendues sur les portefeuilles. Merci beaucoup, Daniel. On arrive au terme de l'heure qui était prévue pour ce webinaire. Je vais me tenter un résumé sous ton contrôle, bien évidemment. Donc, nous sommes positifs sur les actions, plutôt orientés sur les secteurs cycliques, avec bien sûr également les thèmes à long terme. On est positif sur le dollar US. Au sein des actions, on est positif sur les actions suisses, particulièrement avec ce rattrapage à venir, hein, cette sous-performance qu'on a eue ces derniers temps qui sera compensée. C'est important de rester diversifié, comme tu l'as mis à l'écran en termes de classes d'actifs, de secteurs et de monnaie. C'est le côté presque ennuyeux, j'ai envie de dire, mais important pour faire face aux différents événements qui peuvent se produire. Et au-delà d'un retour d'une
crise sanitaire X, c'est l'inflation qui est aujourd'hui à court moyen terme le plus à surveiller. Est-ce correct? Très bon résumé, Ali, avec un petit bémol. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore dire qu'on est extrêmement positif sur le dollar. Si, d'après nous, effectivement, ce changement de régime que l'on a connu au niveau du différentiel de taux d'intérêt, ça a permis de stabiliser le dollar après une année extrêmement difficile. Si on redevient beaucoup plus positif sur le dollar, ce qui n'est pas encore le cas, donc on a réduit, on va dire, notre sous-pondération. Le jour où on redeviendra plus positif sur le dollar, on aura beaucoup plus que 15% de dollars dans les portefeuilles. Merci beaucoup, Daniel. Donc, c'est effectivement une réduction de cette sous-pondération qu'on voit et pas une surpondération. Nuance importante. Nuance importante. Merci beaucoup, Daniel, pour cette présentation. Comme je l'ai évoqué, donc malheureusement, on n'a jamais le temps de répondre à toutes les questions, mais votre conseiller, votre conseillère, bien sûr, sont à votre disposition pour continuer à échanger, à approfondir les différents sujets. Cette présentation, notre stratégie détaillée, ainsi que la vidéo seront mises à disposition. Et il ne me reste plus qu'à te remercier, Daniel, à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne journée et un bon appétit. Merci Ali et merci infiniment à tous ceux qui nous ont fait le plaisir de se connecter aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir.